Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec joie qu'on vous retrouve sur les antennes de Miroba Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine de politique sans filtre, Politico. Cette semaine, l'actualité en République démocratique du Congo a été marquée notamment par les lancements des États généraux de la justice par le chef de l'État et le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba. On y reviendra avec mon invité. Un dialogue ou plutôt l'arrivée en République démocratique du Congo du ministre des Affaires étrangères du Rwanda qui a été accueilli avec honneur à l'est de la RDC. Est-ce là le début du dialogue entre la RDC et le Rwanda? Notre invité nous en dira ce qu'il en pense. On parlera aussi de Madame Fifi Masuka, désavouée par son regroupement politique, elle qui devrait normalement en ce jour nous donner le bilan de sa gestion de la province 100 jours après l'installation de son gouvernement, le gouvernement provincial du Lualaba. Ça et d'autres sujets qui ont marqué l'actualité sur le plan national et provincial, on va en parler tout de suite avec mon invité, qui est le porte-parole de l'UDPS au niveau du Lualaba, M. Augustin Chambouyi. Auguy Chambouyi, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir à tous les auditeurs et téléspectateurs de la grande chaîne Mikuba. Merci de nous avoir associés à cet entretien patriotique. On va commencer par les relations internationales entre la République démocratique du Congo et son voisin, le Rwanda. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, était-il au courant de l'arrivée sur le territoire congolais du ministre des Affaires étrangères rwandais? Je pense que l'arrivée du ministre des Affaires étrangères rwandais sur le sol congolais, notamment à Goma, c'est la suite des processus de Luanda. Vous savez que la guerre, on peut la gagner même par la voie militaire, la voie même de la guerre, soit par des négociations, par le dialogue et même sur le plan diplomatique. Certainement, lui, en tant que le père de la nation, il était informé, c'est la personne la mieux informée de la République, il a tout le service à sa position et je pense qu'il a été au courant de l'arrivée là. Malheureusement, pour nous, au peuple congolais, nous n'avons pas apprécié l'accueil qui lui a été réservé par le gouverneur militaire et même l'inspecteur général de la police à Goma. Goma, c'est une ville maîtrise. Aujourd'hui, le monde entier a su comprendre que la RDC est victime d'une agression extérieure au Rwanda qui soutiennent certains esprits entre nous. Il y a des martyrs, il y a des morts qui sont à l'est où on reproche le Rwanda, mais curieusement, nos compatriotes autorités du Nord Kivu se permettent de réserver un accueil chaleureux. J'ai aimé la réaction du président de l'Assemblée nationale, honorable Vital Kamerhe. Il a demandé à Madame le Premier ministre de recadrer son ministre des Affaires étrangères. Nous n'avons pas besoin de tels scénarios sur la République. Nous avons besoin, même si nous soutenons des processus pour parler de Luanda, nous avons besoin de la paix, mais on ne peut pas réserver un accueil à celui qu'on soupçonne d'être à la base de notre malheur de cette manière-là. Auguy Chambouyi, excusez-moi, j'ai toujours tendance de vous appeler Augustin. Auguy Chambouyi, comment vous pouvez à la fois dire que le chef de l'État était au courant de l'arrivée du représentant du gouvernement rwandais chez nous et en même temps condamner les autorités locales pour l'accueil qu'ils ont réservé à cet invité de marque de la RDC? Qu'aurait dû faire le gouvernement militaire lors de l'accueil de ce ministre rwandais? Le gouvernement devait seulement l'accueillir comme tout visiteur. Comment? Parce qu'un militaire, comme on l'a vu sur les photos, il salue avec les saluts militaires. Il devait faire quoi? Je pense que vous avez vu les tollés sur les réseaux sociaux. C'est l'indignation nationale. Les Congolais se sont indignés de cet acte. Alors, on ne pouvait que les recevoir comme un simple visiteur, comme tout le monde. D'ailleurs, même quand nos autorités partent au Rwanda, on ne leur pas réserve de pareils accueils, tel que l'a dit le président de l'Assemblée nationale, honorable Vital Kamerhe. Donc moi, je pense que nos autorités, ils doivent poser des actes, réfléchir. Même si le président de la République était au courant, je ne pense pas que lui, le président qui pointe les Rwandais comme l'agresseur, aurait vraiment permis ou bien autorisé à ce que cet invité ou bien ce visiteur rwandais ait vraiment ce genre d'accueil. Je ne pense pas. Mais ici, nous demandons à ce qu'il faut qu'on assume certains actes. Quand dans la gestion des affaires de l'État, quand vous commettez une erreur, il faut qu'il y ait des sanctions politiques. Moi, je me souhaitais que le gouverneur... On va revenir sur les sanctions politiques parce que vous citez tout à l'heure le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Je propose
pour nos téléspectateurs, qu'on puisse l'écouter, comme ça on est tous sur la même longueur d'onde. Vital Kamerhe qui faisait une remarque donc au gouvernement après l'accueil réservé au ministre des Affaires étrangères du Rwanda à Goma. D'aller dire à Madame la Première ministre toute notre indignation de voir que le ministre des Affaires étrangères du Rwanda arrive à Goma, ce n'est pas mauvais puisque nous recherchons la paix, nous sommes pour la paix, mais que vous puissiez lui donner autant d'honneur. Et le gouverneur militaire et l'inspecteur provincial de la police, je considère pour moi que c'est très grave et que nous ne savons pas ce que nous faisons pour terminer. Donc il faut lui dire la prochaine fois quand ce ministre viendra sur le territoire congolais, nous n'avons même pas besoin d'avoir des honneurs quand nous allons au Rwanda, et ils ne le font jamais, et ils se font respecter. Mais comment nous pouvons vraiment, dans la ville martyre de Goma, nous recevons le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, et c'est notre gouverneur militaire qui est au garde à vous, avec l'inspecteur provincial de la police. Non, ça nous disons non. Transmettez cela à Madame la Première ministre, que tous les députés sont indignés par ça. Nous soutenons le processus de Luanda. Nous voulons que ce processus aboutisse très vite. Et avant longtemps, nous aurons besoin de Madame la ministre d'État des Affaires étrangères pour mettre au parfum aussi les élus du peuple. On vous voit dans toutes les... Pourquoi cette réunion n'a pas eu lieu, par exemple, à Mbujimayi ou à Matadi, ou à Kenge. À Kenge, le deuxième vice-président allait les accueillir là-bas et leur donner quelques secrets de nos ancêtres là-bas. Ou à Lissala, voilà, par exemple. À Kabinda Lomami, ou à Lubao. Merci beaucoup. Le président de l'Assemblée nationale pose là de très bonnes questions. Pourquoi cette rencontre n'a pas été organisée dans d'autres villes plus éloignées du centre de conflit entre le Rwanda et la République démocratique du Congo? Vous allez répondre à cette question, mais je voudrais quand même commencer par d'abord comprendre cette manière de faire qu'on a dans ce pays. On prend des décisions, les institutions, la présidence de la République, le gouvernement, et quand on voit qu'il y a tollé sur les réseaux sociaux, on essaie de pointer du doigt les autres. Comme ici, vous venez de le dire, vous pointez du doigt la responsabilité du gouvernement militaire, de l'Est plutôt de Kivu. Quand le président de la République a autorisé l'arrivée sur le territoire congolais de ces autorités rwandaises, ne s'est-il pas assuré dans quelles conditions ils seront reçus? Ils vont être légers où? On va parler de quoi? Etc. etc. Est-ce que le gouvernement et même le Parlement, Vital Kamerhe y compris, ont découvert les choses ou bien les choses étaient prévues autrement et que dans la concrétisation, les gens ont fait autre chose? Moi, je pense qu'il y a un sérieux problème dans la chaîne de commandement parce que bien sûr, la présidence de la République peut donner l'instruction, mais il arrive peut-être au niveau des exécutants qu'ils commettent des erreurs. Je pense que c'est que ici, il y a de la complémentarité entre l'institution présidente de la République, le gouvernement et même les exécutants, par exemple le cas du gouverneur militaire du Nord Kivu. Il ne s'agit pas seulement de pointer les doigts les autres, mais ici, nous sentons de la légèreté dans la gestion des affaires de l'État. S'il vous plaît, c'est qu'il est vrai qu'à un certain moment, ceux qui nous gouvernent, ceux qui ont la responsabilité de gérer ce pays, n'arrivent pas à comprendre la grandeur des fonctions qu'ils occupent. C'est pourquoi moi j'ai parlé des sanctions. On doit sanctionner qui? En droit constitutionnel, nous avions appris, quand une autorité politico-administrative commet une infraction, une faute lourde, il y a des sanctions. Il y a la sanction politique, qui est la suspendre, la révocation pure et simple. La faute lourde, c'est à qui? Le gouverneur militaire, c'est lui l'autorité du gouverneur du Nord Kivu, c'est lui qui a... Il y a un ministre des Affaires étrangères d'un pays invité sur le territoire national et qui passe par la province du Nord Kivu. Les responsables de la province ne devraient pas le recevoir. C'est ce que vous êtes en train de dire. Et c'est ça que vous appelez faute lourde parce que les réseaux sociaux sont en colère. Non, la faute ne serait-elle pas au niveau de ceux qui ont accepté
de dialoguer avec le Rwanda alors qu'au départ, on disait qu'on ne devait pas dialoguer avec le Rwanda? Non, écoutez, je vous ai parlé de la question, pour répondre d'abord là où vous citez, je vous ai parlé de la question de dialogue entre les Rwandais. Aujourd'hui, le monde entier a reconnu que la RDC est victime d'une agression extérieure et aujourd'hui, le monde est tenté de condamner les Rwandais. Mais c'est la même communauté internationale qui a obligé aux deux États, le Congo et le Rwanda, de faire des négociations. Ce qui nous préoccupe beaucoup plus, c'est la paix et la sécurité de nos compatriotes de l'Est. Donc, il y a des choses qui ont évolué. C'est celles-là qui ont poussé au président de changer sa position qu'il avait sur le Rwanda. Néanmoins, c'est lui qui en sort gagnant parce que le Rwanda aussi reconnaît que sur son territoire, reconnaît au moins que dans les accords signés au niveau de Rwanda, Rwanda reconnaît qu'il faut désarmer les M23. Donc, il reconnaît qu'il soutient les M23. Donc, mais concrètement, pour finir avec ce sujet, concrètement, le M23 et Nanga continuent leur mission comme si de rien n'était. Nous continuons à dialoguer avec Kigali, on les reçoit avec honneur, qu'on soit fâché ou pas, là n'est pas la question, mais le vrai problème est ailleurs. Nanga, il continue sa mission, il continue de gagner les localités. Je pense ici, il y a des choses qu'on ne peut pas étaler ici sur la place publique. C'est une question hautement sécuritaire. C'est pourquoi il y a de la complicité dans cette histoire de l'Est. Il y a des mafias, il y a beaucoup de choses. Qui est complice? D'abord, nos compatriotes congolais. Vous aviez suivi l'ancien président de l'Assemblée nationale demander aux élites du Kivu à l'époque de quitter les groupes armés. Mais il n'a jamais il y a donné des la rapports liste, mapping. La liste de ces élus-là. Voilà aussi le problème. C'est là où nous avions demandé aussi au PG, au procureur de la République. Il ne suffit pas seulement que vous voyez un journaliste, Alain Saint-Pierre, qui émette son avis sur la gestion du pays, vous mettez la main sur lui. Mais quand le président d'une institution comme celle-là, M. Honorable Mbosso, il faut l'interpeller. Il doit mettre à la disposition de la justice la liste de ses compatriotes qui sont complices avec les groupes armés. Le rapport mapping a été établi par les experts des Nations Unies. Il a été bien indiqué qu'il y a de la complicité à l'interne comme les... Mais les Nations Unies aujourd'hui tirent ces rapports dans leur tiroir. Qu'est-ce qui bloque pour la mise en place du tribunal international pour la RDC? Je pense que la meilleure façon d'honorer toutes ces victimes que nous décrions à l'est de notre pays, il faut les rendre justice. Je pense qu'il faut les rendre justice. Donc, ici, dans la façon de faire, pour le cas de M. le gouverneur, c'est lui qui doit assumer les responsabilités. On peut avoir donné des ordres, mais l'exécution, quand ça pose problème, il faut assumer les conséquences. Ogi Chamboui, jusqu'ici, vous n'arrivez toujours pas à me dire en quoi est-ce que le gouverneur militaire a fauté. Quelle est la faute? L'accueil réservé. Il devait lui réserver quelle sorte d'accueil? Il devrait le recevoir comme... Il devait les ridiculiser? Je n'ai pas dit qu'il devait le ridiculiser. Il devait faire quoi? Il ne devrait même pas lui réserver de tels accueils. Il devait le recevoir. Il n'y avait pas de tapis rouge. On vient de voir les photos. Oui, il n'y a pas de tapis rouge. Il n'y a pas eu droit aux honneurs militaires. Il n'y a pas eu de tapis rouge installé pour le ministre des Affaires étrangères rwandais. Il a fait le strict minimum. La salutation simplement. Je vous dis que nous sommes les deux parties en conflit. Vous avez suivi même le président honorable Vital Kamerhe où il décrit la manière de l'accueil. Ici, ce que nous décrions, c'est l'accueil lui réservé, accueilli en pompe. Or, c'est la partie qu'on soupçonne d'être à la base de malheur de nos compatriotes de l'Est. Moi, je pense qu'il y a eu des problèmes, il y a eu cette faute, mais prochainement, on doit nous éviter ces pareilles fautes. Parce que même quand les autorités se rendent à Kigali ou ailleurs, on ne les reçoit pas de cette manière ici. Honorable Vital Kamerhe vient de le dire. Donc, c'est une faute qui est arrivée. Nous espérons que chacun à ce qui les concerne sera recadré. Le ministre des Affaires étrangères rwandais qui est sur le territoire congolais, c'est pour le lancement du mécanisme de surveillance d'observation de cessez-le-feu entre les parties en conflit dans cette partie de la République démocratique du Congo. En d'autres termes, il y aura des observateurs congolais, angolais et rwandais. Ne sommes-nous pas là en train d'accepter officiellement l'arrivée sur notre territoire des Rwandais? Je pense que dans l'accord signé à Luanda, on demande à la RDC de désarmer le FDLR. Nous aussi, nous exigeons au Rwanda aussi de désarmer le M23. La RDC demande au Rwanda de désarmer les M23 les deux parties, sur le territoire congolais. Les deux parties. Et on est fiers de dire ça. Écoutez mon frère,
Ici, il y a aussi un sérieux problème dans la négociation ou bien dans des pourparlers sur le plan diplomatique. Nous avons été faibles. J'ai trouvé que Madame la ministre n'a pas été vraiment efficace. N'a pas été, parce que reconnaître aujourd'hui qu'il faut désarmer l'FDLR, c'est donner du crédit aussi à Paul Kagame qui confirme que l'FDLR est soutenu par les FARDC. Donc, sur ces points, ce sont des petites erreurs diplomatiques qui ont connu, mais tout ce qui nous préoccupe, cher Alain, c'est la paix, résoudre cette question de l'Est. Ces petits problèmes dus au protocole et consorts, ça n'a pas rien. Pourtant, c'est ça qui semble intéresser toutes les institutions qui sont aujourd'hui énervées. On clôture ces dossiers. On clôture ces dossiers. Très rapidement, on va parler de l'élection américaine. Il y a aujourd'hui un nouveau président qui signe son retour, M. Donald Trump. Le président Félix Tshisekedi a salué l'élection de Donald Trump. On va y aller très rapidement. Est-ce une bonne nouvelle pour la RDC, les retours de Donald Trump? Je pense que le monde aujourd'hui est devenu un petit village. Pour mieux vivre, il faut toujours avoir des partenaires, il faut toujours avoir des bonnes relations, il faut toujours avoir des bons rapports entre les États. Le président n'a fait que sa part en tant que son homologue qui lui a félicité. Mais rappelons ici que M. Trump, il est le président des Américains. Il n'est pas le président des Africains, ni moins de la RDC. Donc, il était là en 2020, il était là comme président. Et je pense qu'ils ont évolué ensemble avec le président de la République Tshisekedi en tant que des homologues. De deux, arrivé en 2024, aujourd'hui, il est revenu. Moi, je pense que c'est juste en termes de courtoisie, de la sympathie aussi. Lors de son précédent mandat, Trump a eu de bons rapports avec la RDC. Est-ce que sous sa gestion des États-Unis, et n'oublions pas que les États-Unis ils sont pour beaucoup dans la stabilité au niveau international. On ne peut pas ignorer que le retour de Trump aura forcément un impact à la RDC, sur la RDC. Je disais ma question, lors de sa première gestion, Tshisekedi était au pouvoir. Vous avez gardé de bons souvenirs de leurs rapports? Les bons rapports que nous avions gardés de M. Trump lors de son premier mandat, son administration avait interdit à Joseph Kabila et son régime de ne pas s'éterniser au pouvoir. Il avait même délégué son secrétaire d'État, Niki Haley, à Kinshasa, avec un message fort adressé à Joseph Kabila en 2018. Si la RDC avait connu aussi l'alternance, c'est par aussi l'apport de certains partenaires tels que les États-Unis. Vous avez vu, même sous le mandat du président Tshisekedi, on a quand même senti l'accompagnement des États-Unis. Vous n'allez pas vivre dans ce monde sans toujours l'apport de certains partenaires. Mais je répète aussi que le président Trump a été élu pour résoudre les problèmes et les intérêts des Américains et non pas des Congolais. Très bien. On se souvient aussi que c'est sous Trump qu'on a vu un ambassadeur américain, Mike Hammer, s'est comporté comme le vice-président de la RDC, jusqu'à prendre un nom congolais, M. Nzita, qui a amené M. Félix Tshisekedi aux États-Unis pour aller visiter la tombe de son père. Non, monsieur Alain, c'est juste une question de bons rapports. Est-ce que les Congolais ne doivent pas craindre de voir encore leur président se faire rouler dans la farine? Ce n'est pas question de le faire rouler dans la farine. Vous savez, peut-être l'opinion n'arrive pas à comprendre Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui est docile, c'est quelqu'un qui est hospitalier. Au début de son mandat, premier mandat, on l'avait accusé de tous les maux. Placebo, Kabila dirige, Kabila va revenir. Mais aujourd'hui, les réalités sur le terrain prouvent que c'est un félin politique. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, dans le passé, il y avait des sanctions qui étaient infligées contre le dignitaire du régime. Il n'y avait pas de bons rapports avec la RDC. Mais à son arrivée, sur le plan diplomatique, on sent que la RDC tentait de se faire attendre sur la scène internationale. La RDC a réussi à faire sanctionner quel pays depuis que nous sommes devenus si bons en diplomatie? Aujourd'hui d'abord, cette question, il était difficile dans le passé de voir une autorité, une personnalité de ce pays doiter l'agresseur nommément Paul Kagame et son Rwanda. Mais aujourd'hui, le monde entier... Peut-être que vous n'avez pas accès aux archives, mais M. Kabila a doigté Kagame en son temps et avait même obtenu des sanctions de l'Union européenne. Je me rappelle en 2013. Voilà, contre le Rwanda. Donc, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau, mais ça n'avait pas cette envergure
aujourd'hui. Oui, mais c'est vous qui attachez beaucoup de non, c'est tous les Congolais. Quand le président s'exprime même aux tribunes des Nations Unies, il parle clairement. Okay. Et il a même le soutien. Si aujourd'hui Félix Tshisekedi a réalisé le score qu'il a eu aux élections du 20 décembre, c'est parce que les Congolais ont compris que c'est la personne idéale qui peut nous aider à écraser. Ogisha ne nous ramène pas aux élections. Non, les attaques, les propos du président Tshisekedi contre Paul Kagame, on est d'accord, c'est nouveau, il a une manière de s'exprimer qui est particulière, que Kabila, qu'on surnomme les taiseux, n'avait pas, on est d'accord. Mais concrètement, qu'est-ce que ça rapporte sur le terrain? Est-ce qu'on a signalé la fin de la guerre? Est-ce que Kagame est sanctionné? Rien du tout. Cher Alain, le problème de la guerre de l'Est, ni les sanctions contre le Rwanda, en particulier, c'est un processus. C'est un processus, mais nous sommes sur la bonne voie parce qu'aujourd'hui, le monde entier a reconnu, je viens de le répéter encore, que c'est les Rwandais qui agressent la RDC. Alors, il faut se saluer certains bienfaits, certaines erreurs, certaines prouesses que le président de la République tentait de récolter sur le plan diplomatique. Ne voyons pas seulement tout vraiment dans les noirs. Très bien. Très bien. Venons maintenant au champ de chapitre. À l'actualité dans la province pilote la plus riche de la RDC, le Lualaba. Ça fait 100 jours que le gouvernement Masuka a été investi par l'Assemblée provinciale. Quel bilan, vous, de l'UDPS, vous faites de la gestion de Mme Masuka et surtout de son gouvernement provincial 100 jours après? 100 jours, jour pour jour, que le Lualaba totalise aujourd'hui son gouvernement du mandat de Mme Fifi Masuka Saini. Je ne sais même pas si le bilan existe. Est-ce que je ne dirais pas que c'est positif, ou c'est négatif, ou c'est mitigé? Je ne dirais pas. 100 jours après, vous avez un gouvernement qui n'a pas l'arrêté. Pourtant, l'organisation et le fonctionnement du gouvernement et même nommant les membres de cabinet. Les anciens membres du cabinet qui prestaient ont été remerciés par la province. Ils ont touché leur indemnité de sortie, mais demandez aux actuels ministres, qui a déjà touché même les frais d'installation. Demandez, même le frais de fonctionnement n'arrive toujours pas. Mais comment ces ministres là-bas vont travailler? Comment ils peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes? Attendez. Malheureusement, je peux achever cela. Terminez. Malheureusement, on assiste à un silence hypocrite de l'Assemblée provinciale qui est l'émanation même de ce gouvernement. On ne voit pas les députés, on doit s'interroger. Et même les ministres en question, elles sont le pire hypocrite. Ils se plaignent dans les couloirs, mais ils n'ont pas le courage d'abord de poser la question à leur autorité. Moi, je pense qu'au Lualaba, on doit s'assumer. S'assumer, c'est-à-dire chacun à ce qui les concerne. Le député doit s'assumer pour que chacun donne le meilleur d'eux-mêmes. Le bilan n'existe pas. Je dis que ce n'est même pas positif ou négatif, ni moins mitigé, parce qu'on sent que tout est bloqué. On assiste tellement de différents voyages. Mais quand il y a un vice-gouverneur qui reste, on parle de la continuité, mais lui aussi se sent limité. Donc, ça bloque ou quoi? Pour prendre l'arrêté d'abord de régulariser la question de l'administratif du gouvernement. Nommer les membres de leur cabinet pour que ces gens-là travaillent. Entre-temps, les jours sont en train de passer, mais la population accroupie dans sa misère. Nos amis des Kapanga veulent voir comment le Lualaba et le gouvernement est en train de résoudre à leurs besoins. Mais ils sont dans leur confort, ils s'occupent de leurs voyages, ils s'occupent du tourisme, ils s'occupent des missions inutiles qui ne produisent même pas à la République. Alors, même dans la province, moi je pense qu'ici, nous interpellons les élus du peuple. Il faut que les élus, ils ont fait 100 jours que le gouvernement est là, les députés doivent avoir le courage d'évaluer chaque ministre sectoriel. Demandez où se trouve le celui des finances, il est où? Où se trouve le monsieur des finances, il est où? Je ne sais pas, il serait quelque part. Il serait rentré là où il était venu, là où il était. Mais comment on doit évoluer comme ça? L'autorité provinciale, il ne fait pas 2 jours, 3 jours, vous le voyez toujours dans des voyages. Oui, mais tout ce que vous venez de faire comme liste des reproches au gouvernement Masuka, on peut le faire en général à l'Union sacrée, parce que le gouvernement Masuka est à 100% celui de l'Union sacrée. Je signale que la province du Lualaba, c'est la plus riche province de la RDC. Aujourd'hui, le cuivre a fait un bond de plus de 30%. En d'autres termes, nous avons aujourd'hui plus d'argent qu'hier. Où partent tous ces moyens dont on soupçonne la province du Lualaba?
si même son gouvernement n'a pas les moyens d'installer ses membres? Ce n'est pas une question de manque de moyens, c'est une question de volonté politique. Aujourd'hui, le Lolaba donne l'impression comme si c'est devenu une propriété d'un club d'amis. Et ces clubs d'amis, les partisans de ces clubs d'amis n'ont pas le courage de dire la vérité à leur autorité morale ou à leur chef, ce qui ne va pas. C'est qui ce chef? Mais c'est madame qui gouverne la province. Regardez les membres de son cabinet, Regardez les membres du gouvernement. En majorité, ce sont les membres de son parti politique, ce sont les membres de sa tribu. Allons au niveau de l'Assemblée provinciale. Mêmement. Et ces gens-là, comme c'est elle qui est leur autorité, ils n'ont pas le courage. Allez finir bien au sein de l'Assemblée provinciale. Il y a des couacs. Il y a des couacs. D'ailleurs, il y a actuellement grogne au sein du regroupement politique de Mme Fifi. On l'a désavoué pour gestion, je cite, égocentrique. Gestion égocentrique des ambitions. Vous faites la même analyse? Non, je pense que, cher Alain, il faut bien analyser cette question. Quand j'ai vu la vidéo, les figures qui sont dans cette vidéo, quand je vois Inyagozi, je vois José Mpanda, je vois Norbert Basengezi, qui est de Walungu, chez Vital Kamerhe, chez la Première Dame, apparaître dans cette vidéo, dire des choses qu'ils ont dit et reprocher à la dame. Et curieusement, en retour, j'apprends que les communicateurs de l'autorité provinciale, à qui on est habitué de les voir en contre-attaque, sont restés silencieux sur cette question. Et j'apprends qu'il y a eu encore une délégation dépêchée par l'autorité morale de ce regroupement, aller à Kinshasa, pour tenter de négocier avec les 17 députés frondeurs. D'abord, ils sont 17 sur 26, c'est oui. Déjà une majorité. Ouais. Alors, il paraît que les députés ont boudé cette délégation par rapport à la personne même qui était à la tête de cette délégation. Pour eux, ils n'avaient pas un bon profil de négocier avec eux. Ils ont obligé la présence physique de leur autorité morale. Et j'apprends que l'autorité vient d'arriver ce matin à Kinshasa pour essayer un peu d'échanger sur ces dossiers là-bas. Les frondeurs ont pris la décision de ne plus laisser Mme Fifi rester à la tête de ces regroupements. Quelles conséquences ça va avoir pour la gestion de la province? Je pense que ici c'est une question d'intérêt. Les griefs d'abord qu'on reproche à Mme Fifi Masuka, sont-ils légitimes ou fausses? Je pense que c'est tout ce que les Lolabais vivent aussi. Le népotisme, le clientélisme, le tribalisme. Comment vous êtes dans un regroupement politique avec des partenaires? Il y a des postes de responsabilité, mais vous recommandez que le membre de votre parti, les membres de votre parti politique, les membres de votre famille, les membres de votre tribu. Pensez-vous que ces gens-là vous ont accompagné? Non. Quand vous avez un chevronné de la politique comme Norbert Basengezi, avec un CV plus lourd, en tout cas, je pense que de pareilles choses, ce ne sont pas une surprise. Ici, au Lolaba, regardez ce qui s'est passé à l'Assemblée provinciale, où tous les bureaux sont quasiment d'une même tribu. Allons dans le gouvernement provincial. Qu'est-ce que la population n'a pas dénoncé? La majorité des ministres sont les membres d'une même famille politique, d'une même famille tribale. Et ce sont de pareilles choses que même les députés de Kinshasa ont dénoncé. Moi, je pense que ce n'est pas un coup à négliger. La dame elle-même a compris qu'il s'agit vraiment d'un coup politique. Il faut bien régler, la raison pour laquelle il a demandé, on n'a pas vu ses communicateurs répliquer là-dessus. Sur la question. Oui. Fifi Masuka, la gouverneure du Lolaba, est régulièrement citée en exemple par le chef de l'État. Elle est modèle, il semble que c'est la seule, ou en tout cas la première qui a retenu la vision du chef de l'État. S'attaquer à Fifi Masuka, n'est-ce pas là s'attaquer à Félix Tshisekedi? Mon frère, je pense que vous ne connaissez pas bien le sourire du président de la République. Vous n'allez pas me dire que Mme Fifi Masuka Saini a fait beaucoup plus au président que Jean-Marc Kabunda Kabuntu. Vous n'allez pas nous dire qu'aujourd'hui, Madame est l'enfant chéri, la fille chérie de Félix Tshisekedi par rapport à moi, Chamboui. C'est que quand il faut sanctionner, il sanctionne. Son sourire là-bas, pendant la coalition FCC cache, les gens l'avaient traité de tous les mots. Mais quand il s'agit de frapper, il frappe. Donc, dire aujourd'hui que Madame, c'est la seule gouverneure ou bien la seule autorité qui bénéficie de la confiance du chef de l'État, méfions-nous. Ce monsieur, c'est l'âme de son père, Étienne Tshisekedi Mulumba. Donc, curieusement, l'autorité ou bien certaines personnes tombent dans l'excès de zèle
Ils en font du populisme, ils en font un marchandage politique. Mais nous connaissons bien Félix comment il fonctionne. Et d'ailleurs, quand il vous fait de tels éloges, faites beaucoup attention, sachez que votre hécatombe arrive. Pendant ce temps, la population du Lualaba continue à broyer du noir, la souffrance à se voir, l'état de nos routes. Regardez, ça c'est le boulevard Lumumba, c'est sur cette avenue, c'est sur ce boulevard que se trouve notre média Mikuba Télévision. Cette route, pour ceux qui nous regardent loin, à Kinshasa, c'est en fait, on peut dire, cette route a la même valeur que le boulevard du 30 juin à Kinshasa, que les Champs-Élysées à Paris. C'est la route principale de la ville de Kolwezi. Là, on n'est pas à l'intérieur de la province, c'est à Kolwezi, c'est la route principale. Et regardez dans quel état elle se trouve. Et ce n'est pas un exemple, on va dire, isolé. Beaucoup de routes à Kolwezi et dans le Lualaba se trouvent dans cet état-là. Vous, de l'UDPS, quand vous regardez des choses comme ça, et pendant ce temps, les gens continuent à faire de la politique politicienne. Vous dites quoi? Vous faites quoi? En tout cas, c'est triste. C'est triste de voir ces pareilles images. C'est triste de constater que Kolwezi, qu'on nous chante comme le salon de la province pilote du Lualaba, on a de telles images. Mais je me pose la question, apparemment, si cet avenir n'y a pas un intérêt d'une autorité quelconque. Circulons sur la ville de Kolwezi. Les avenirs asphaltés, ce sont les avenirs, si vous savez, il doit y avoir une autorité. Il doit y avoir un proche de l'autorité Fulani. Mais moi, je pense que la gestion des affaires de l'État ne doit pas se gérer de cette manière avec les états d'âme. Je vous dis, et même le contrat, comment le contrat d'attribution se passe, c'est toujours les offres, les appels d'offres, c'est justement pour des formalités. Mais les contrats, on leur donne aux enfants, aux frères, aux amis, aux cousins, aux beaux-fils, aux belles-filles. Donc moi, je pense qu'ici aussi, les députés de Kolwezi doivent interpeller le gouvernement provincial. Ça, ce n'est pas une belle image qui reflète. Nous sommes tout près du rond-point de l'indépendance. Évitons de subir les sanctions politiques comme le 20 décembre 2023 avec les ex-députés. Je demande aux députés de Kolwezi de se saisir de cette question ici. Il y a des routes inutiles. Allons par exemple du côté RVA. On a asphalté des avenirs presque qui ne bénéficient même pas. Mais ça, c'est une grande avenue. Nous plaidons et nous appelons aux députés de Kolwezi. Et je fais confiance à l'honorable Jean-Marie Tizaïnga, qui nous suit à ce moment. Je pense qu'il va prendre cette question. Et comme nous sommes pendant la session parlementaire, même si elle est budgétaire, oui. Mais cela n'exclut pas que le ministre sectoriel soit interpellé. Est-ce que les têtes doivent tomber? Il y a aussi... On ne peut pas seulement vouloir, on ne peut pas seulement reprocher au gouvernement provincial, ni moi à l'autorité provinciale, mais la ville de Kolwezi a des ETD qui bénéficient encore de redevances minières. La commune de Manika, la commune de Dilala, la mairie, monsieur le maire, regardez cette avenue. C'est mieux de poser des actes qui vont pérenniser votre passage à la tête de cette ville de Kolwezi. J'interpelle aux autorités, tant provinciales qu'urbaines, de faire un peu quelque chose pour cette avenue ici. Nous ne voulons plus voir ces pareilles images. Restons un peu sur les 100 jours du gouvernement Masuka. Au-delà du fait que les ministres n'ont pas encore les frais d'installation de leur cabinet, qu'il n'y a pas encore eu de nomination officielle, mais quand même, quand on regarde, dans quel secteur, parce que je vous pose la question, vous, de l'UDPS, vous faites partie de ces gouvernements. Vous avez le poste de vice-gouverneur, vous avez aussi le ministère de la Jeunesse. D'ailleurs, on a vu le ministre de la Jeunesse, M. Seizaneuf, aller visiter la commune de Manika, si je ne me trompe pas. Les stades. Non, pas les stades, il est allé visiter plutôt les constructions qu'a fait la commune. Je ne sais pas si c'est dans ses attributions, mais là n'est pas la question. Qu'est-ce que la population du Lualaba peut retenir, notamment de la gestion de la province depuis 100 jours maintenant? Une seule chose. En tout cas, je pense qu'une seule chose, en ce qui concerne le ministre ou bien les autorités issues de mon parti UDPS, à l'occurrence, monsieur le ministre des Sports, on n'a rien vu. Il a qualifié dans le passé la gestion du Lualaba comme des stagiaires. Mais laissez-moi arriver. Vous êtes de l'UDPS. Non, écoutez, c'est ça le problème. À l'UDPS, chez nous, quand ça ne marche pas, on ne peut pas vous acclamer. Okay, quand ça marche, on vous soutient, on vous encourage. Mais quand ça ne marche pas, on vous fait des critiques objectives pour mieux faire.
Et c'est ici le cas du ministre des Sports. On a assisté à des audiences avec des catcheurs, des judokas, des musiciens, et puis des audiences inutiles et médiatisées même. Il est là dans 100 jours, qu'il nous dise qu'est-ce qu'il a fait dans 100 jours. Doit-il encore dire que parce qu'il a été bloqué quelque part, il n'a pas eu de frais de fonctionnement, mais même si vous n'avez pas eu de frais de fonctionnement, mais pour l'intérêt de servir la population, il faut se sacrifier. Il est là, dans son cabinet, on sent que le constat est presque partout dans tous les départements ministériels. Les ministres sont réduits aux petits écoliers qui arrivent dans leur bureau climatisé devant leur télévision de bureau, mais qui ne font absolument rien. C'est ça le constat du gouvernement, des 100 jours du gouvernement Madame Fifi. Le ministre de l'Intérieur essaie un peu de bricoler par là, par-ci, par-là. C'est un peu de bricoler, l'insécurité fait un jour là-bas. Regardez aussi le phénomène banditisme urbain. Regardez le problème de l'assainissement. Regardez les problèmes même du développement, même les routes en question qu'on nous présente là-bas. Regardez la qualité. Finalement, IDPS, vous êtes fort en quoi, à part parler? Non, écoutez, monsieur Alain. Vous êtes fort en quoi? En commençant par la présidence de la République, jusque dans la gestion des ETD. IDPS, vous êtes fort en quoi? Non, écoutez, dans les ETD, par exemple, qu'on ne fait pas la face, je ne fais pas la publicité de quelqu'un ou de quelqu'un ici. Quand vous prenez l'exemple de Madame le bourgmestre de Manica, elle est sur un bon élan. Quand vous prenez l'exemple de M. le maire de Colésie, M. Jacques Massin-Kinde, oui, mais il est les routes dont on vient de montrer les images, vous avez, il fournit beaucoup. Je lui ai interpellé. Okay. Je lui ai demandé, je sais qu'il a lancé des chantiers, il a beaucoup de choses sur sa charge, mais je lui ai interpellé sur la question de l'avenir Lumumba. Mais attention, nous savons comment les choses se passent là-bas, entre le gouvernement provincial et certains animateurs de ZTD. Donc, ici, nous, l'UDPS, ce n'est pas parce que vous êtes de l'UDPS, quand vous ne travaillez pas dans l'intérêt de la population, tout piquer, on acclame. Non. Si je critique sévèrement les 100 jours du ministre d'abord, ici de mon parti de sport, M. Fanamoustang Saïzanef, c'est parce que c'est lui qui a qualifié, je répète, dans le passé, la gestion de la province de là-bas comme de stagiaire. Et lui, maintenant, comme il est professeur, lui, moi, comme le chef de travaux, mais qu'il corrige dans sa façon de travailler. On ne sent pas cette façon, on ne le sent pas. Et avec ça, quand la population va commencer à attaquer le DPS pour peut-être, entre guillemets, l'insuffisance d'un candidat qu'on a proposé. Non, ici, je les critique objectivement et je pense qu'ils nous suivent, qu'ils prennent ces choses au sérieux et qu'ils améliorent dans la manière de travailler. À propos, qui avait donné le nom de M. Saïza pour le gouvernement provincial? Il est issu de l'UDPS, c'est mon parti UDPS. Oui, mais au sein de l'UDPS, y a-t-il eu casting ou bien c'est Madame la gouverneure qui elle-même a vu? Non, nous sommes un parti politique, nous avons une hiérarchie en termes de concourir aux ambitions, bien au poste, il y a une procédure bien établie au parti. C'est la hiérarchie qui recommande. Kinshasa, quand je parle de la hiérarchie, Augustin Kabouya, je parle de la hiérarchie. Je parle de la hiérarchie. Vous connaissez la hiérarchie. Jusqu'à ce stade, celui qui engage le parti, c'est qui? Et c'est celui-là qui a recommandé les candidats, le Fanamoustang Saïzanef, aujourd'hui devenu Excellence, Monsieur le ministre. Vous-même, vous vous reconnaissez en lui? Il est de mon parti. Vous vous reconnaissez en lui? Vous ne répondez pas à la question. Je le reconnais en tant que membre de mon parti. Est-ce que vous vous reconnaissez en lui? En tant que qui? Est-ce que dans les actes qu'il pose, est-ce que vous pensez que ça vous engage? Je reconnais en lui, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est l'intérêt de la population, servir le peuple. Et jusqu'ici, vous n'avez rien vu? Et jusqu'ici, moi, je suis trop critique avec lui. C'est lui qui était au four, au moulin, aux critiques des gestionnaires de la province. Mais il est là, il doit donner le meilleur d'eux-mêmes. Oui, on nous évite de prétextes. Très bien. Ici, je ne veux pas, si je veux finir dans chaque département ministériel, je vous dis que les constats sont les mêmes. Regardez même le ministre des Infrastructures, la qualité du travail et des chantiers qu'on nous donne. Les appels d'offres, c'est pas sourd. Et qu'on nous dise, quand vous faites un projet quelconque de construction, dites-nous le coût a coûté autant. Et qui est le maître d'œuvre? On sent vraiment une certaine complicité. Moi, ce qui m'énerve ici, c'est on a eu à croire qu'avec l'actuel bureau de l'Assemblée provinciale et avec un digne fils d'écologie, élu doublement comme député national et provincial,
promis à la tête de cette institution, nous y avions cru que cette fois-ci, on va assister à un contrôle parlementaire rigoureux où Madame le gouverneur et ses ministres seront redevables. 100 jours que le gouvernement Massouka 1 est là. Qu'on nous dise c'est quoi le bilan. Lui-même, le président de l'Assemblée provinciale, je lui demande où serait le ministre des Finances. Et ça fait combien de temps qu'il n'est pas avec nous. Et je pense qu'on doit beaucoup vraiment mettre du sérieux dans la gestion des affaires de l'État. On sent que la province pilote n'est pas si pilote que ça. Non, c'est du folklore, du cosmétique, mon frère. Et c'est bien triste parce que si même vous-même de l'Union sacrée, vous avez cette position-là sur la gestion de la chose publique, pourtant vous êtes ce n'est pas seulement noir, je félicite aussi vraiment l'initiative de l'excellence pour le cadre là-bas. J'ai vu quand même un bon nombre des élèves, ils ont satisfait au texte, ils seront déployés. Au test de Maman Denise Nyakeru. La bourse Excellence. De la bourse Excellence avec la fondation Denise Nyakeru. Oui, mais à propos de cette bourse, quand nos enseignants vivent dans la précarité, alors que la province peut le prendre en donnant une prime à ses enseignants, quand nos écoles manquent presque de tout, comment vous, de l'UDPS, vous pouvez féliciter le fait qu'une initiative privée qui est soutenue par de l'argent public, parce que Maman Fifi, qui sponsorise la version Lualabèze de Excellencia, ne nous dit pas clairement d'où vient l'argent qu'on met dans cette histoire. Vous trouvez ça normal qu'on délaisse l'enseignement congolais pour sponsoriser l'envoi de nos enfants à l'étranger? Vous êtes un journaliste d'investigation. Je vous demande de me brandir sur ce plateau la preuve qui justifie que la fondation Denise Nyakeru, bien la bourse Excellence, est sponsorisée par les finances publiques, ou bien Madame Fifi Massouka Saïni finance cette initiative avec les fonds de l'État. J'aimerais que nous soyons pragmatiques, qu'on évite de réseaux sociaux, qu'on évite de rumeurs. Je pense que c'est une fondation, elle a des partenaires extérieurs tout comme internes, mais c'est une initiative purement privée. Pensez-vous que si la fondation, bien la bourse Excellence était sous la charge de l'État, les députés nationaux, lors du débat sur le budget allaient laisser cette question comme ça? Nous avons vu quand même le député faire décortiquer le projet budgétaire. Et nulle part il a été parlé que d'abord elle-même l'institution, la première dame, nulle part dans la constitution du premier article, ou deux articles, on ne parle pas de l'institution de la première dame. C'est juste une initiative privée. Je suis totalement d'accord avec vous sur le fait qu'on ne peut pas se baser sur les rumeurs des réseaux sociaux pour faire des affirmations. Mais ici, moi, je vous fais un constat. C'est qu'on a Excellencia Lualaba, qui est, on ne va pas dire financé parce que je ne veux pas le terme financé, mais soutenu par la province du Lualaba et pas par Madame Fifi, non. C'est par la province du Lualaba, comme il y a maintenant aussi Excellencia Haut-Katanga, soutenu par la province du Haut-Katanga et pas par les messieurs Jacques Kiaboula. Et quand on parle d'institution, on dit soutien. Ça veut dire quoi? En tout cas, moi, je n'ai pas de préfère parler sur des choses que j'ai de preuves qui est tombé dans la diffamation. Très bien. Parce que, bon, je pense que l'État aussi peut... La situation des enseignants, ça ne vous concerne pas? Ça me fait très mal de voir les pauvres enseignants. Et vous pensez que... Sur ce plateau, j'ai interpellé Madame la Première ministre. Lorsque les enseignants étaient en grève, qui leur demandent d'avoir le patriotisme. Et j'ai dit à Madame la Première ministre, le patriotisme d'abord, c'est vous-même qui nous gérez. Aujourd'hui, vous avez un enregistrement presque... vous vivez dans des conforts presque insolents. Il faut réduire sensiblement les trains de vie des institutions, en commençant par votre salaire, les canaliser vers l'encadrement de ce pauvre enseignant qui a fait que vous soyez là où vous êtes. Parce qu'on ne peut pas devenir Premier ministre si on n'a pas étudié. Et si nous avons été formés par les enseignants. J'ai compati avec les enseignants et nous continuons vraiment à plaider leur cause. Mon interpellation de tout à l'heure, ma question de tout à l'heure, c'était justement par rapport à ça. Quand vous regardez dans quelles conditions travaillent les enseignants, notamment ici au Lualaba, étant donné les richesses que nous avons, ça ne vous interpelle pas? Vous ne faites pas aucune reproche au niveau du gouvernement provincial dont vous êtes membre? Monsieur Alain, il y a certaines reproches. Tout ne doit pas seulement se dire sur les déclarations ou bien sur des dénonciations. Il y a aussi des cadres de concertation à l'interne
où on se concerte régulièrement, on parle sur des questions qui préoccupent la population congolaise. Je vous parle par exemple de la question de la route 3Z. Nous avions quand même obtenu, parce que nous avions demandé que évitons la politique d'abandonner les actions qui ont été faites par le prédécesseur. Cette route est de l'intérêt, cette avenue est de l'intérêt de la population. On a le principe en administration de la continuité des affaires de l'État. Asphalter au moins cette route pour l'intérêt de la population de ces coins-là. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Donc, ces choses en cours, pas faites. Parce non, que je viens de fréquenter cette avenue maintenant, même avant que je vienne ici. Je vis que c'est déjà presque 85%. Très bien. Donc, on peut déjà acclamer et dire merci à l'autorité professionnelle. C'est pourquoi vous nous voyez, les personnes comme nous autres ici, si on critique ceux qui nous jurent la République, c'est pour l'intérêt de la population. Donc, les choses faites de la manière bonne, qui va dans l'intérêt de la population par Mme Fimassouka, nous allons acclamer et la soutenir. Les choses qui ne vont pas dans l'intérêt, nous allons critiquer positivement pour le permettre de bien améliorer. Très bien. Le dernier sujet qu'on va aborder, en tout cas l'avant-dernier sujet qu'on va aborder ce soir, concerne, je le disais à l'entame de cette édition, le lancement des États généraux de la justice par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. C'était sous son initiative, mais c'est chapeauté par le ministre d'État, le ministre de la Justice, M. Constant Mutamba. C'était au centre financier de Kinshasa. Ces États généraux qui sont lancés, on va aller doucement avec les photos par la régie, ces États financiers qui sont lancés par le chef, plutôt ces États généraux de la justice qui sont lancés par les chefs de l'État, c'est pour quelle finalité? Qu'est-ce que la population doit attendre de ces États généraux, étant donné, je rappelle, qu'en 2015, d'autres États généraux, toujours sous la justice, ont été organisés et on se rend compte que presque 10 ans après, la justice reste toujours malade. Quelle finalité il faut attendre de ces États généraux? Monsieur Alain, la Bible nous dit « La justice élève une nation ». Le président de la République, c'est le magistrat suprême. Il a déclaré tout haut que notre justice est malade. Et d'ailleurs, c'était sur la question qui portait sur votre confrère Stantish Boukira. Aujourd'hui, il a plu au président de la République en tant que magistrat suprême, avec le ministre sectoriel Constant Mutamba, de convoquer ces assises sur les États généraux de la justice. C'est un processus. Pour lui, ils ont diagnostiqué, ils ont examiné la justice et ils ont compris qu'il y a l'urgence de convoquer. On ne remet pas en cause les assises qui ont été faites en 2014 ou 2015 par la régime. Ouais. Mais je pense que c'est à le voir dans le principe de la continuité pour essayer un peu de doter à la RDC d'une bonne justice, une justice équitable et pour nous tous. Ma question c'est, n'est-ce pas là où une dépense, un gaspillage des moyens de l'État inutile, dans le fond, dans le sens où, laissez-moi finir ma question, dans le sens où tout le monde sait ce qui ne va pas dans la justice. Quoi? Tout le monde sait. Tout le monde quoi? Quoi, monsieur Alain? Ben, déjà, quand on fait des reproches aux juges et aux magistrats qu'ils rendent des décisions iniques, c'est parce que la justice n'a pas les moyens. Les magistrats qui sont nommés ne sont pas installés, n'ont pas le moyen de transport. Le ministre Mutamba lui-même l'a dit. Les recommandations des États généraux de 2015 n'ont pas été appliquées. Pourquoi ne pas commencer par sortir les dossiers de 2015, dire ça, c'était bon, on applique. Et qu'après, quand on se rend compte que ça ne marche pas, peut-être organiser d'autres États généraux. Je rappelle ici qu'il y a eu l'organisation, toujours sous Félix Tshisekedi, des États généraux de sport, de la presse, avec Patrick Mouyaya. Tout ça, c'est de l'argent, parce qu'il y a des panneaux à travers la République, les voyages, les logements des gens qui viennent à travers la République. C'est de l'argent qu'on décaisse. Mais pour quelle finalité? La question, je la repose encore. La finalité, c'est accorder à la RDC une bonne justice. Vous me parlez des assises de 2015 qui n'ont pas été évaluées. Quand vous prenez de 2015 à nos jours, c'est presque 10 ans. La société a évolué. Okay. Il y a certaines réalités que nous vivons aujourd'hui qui n'étaient pas là en 2014-2015. Donc lui-même, le magistrat suprême, il a des raisons légitimes qui lui ont poussé de convoquer ces assises. Mais ce qui est vrai est que nous sommes toujours habitués à des colloques, à des conférences, à des
de dialogue, mais le problème se pose au niveau de l'applicabilité des résolutions ici de ces assises. C'est là où je demande au président de la République de veiller à ce que les résolutions qui seront vraiment issues de ces assises soient vraiment appliquées article par article, point par point. Parce qu'aujourd'hui... Mais est-ce qu'on a les moyens d'appliquer ces recommandations? Écoutez par exemple, ici l'opposant, l'ancien député national Loubaya Claudel, qui dit, je cite, « En servant ouvertement de bouclier aux détourneurs présumés pour les soustraire aux poursuites judiciaires, par le classement sans suite de l'affaire Forage et Lampadaire, le président de la République aura ainsi discrédité toute sa parole publique. De ce fait, il n'est plus apte à jouer son rôle constitutionnel de magistrat suprême astreint au devoir d'impartialité. » Le président de la République qui traite la justice d'être malade, quand on voit les politiques, les politiciens, c'est eux qui sont à la base de cette maladie de la justice. Très souvent, les décisions de justice sont téléguidées par les politiciens. Et ici, cet opposant, Claudel Loubaya, pointe du doigt les chefs de l'État, notamment dans l'affaire des forages. Vous avez vous-même suivi le chef de l'État, presque innocenté, en tout cas que la parole du chef de l'État doit faire pression sur les juges qui devraient poursuivre l'ancien ministre des Finances. Vous ne voyez pas que le président de la République est aussi parti au problème? Je pense que c'est le magistrat suprême. Nous devons d'abord reconnaître cette qualité. Il ne s'exprime pas pour pleurer à la bouche. Il s'exprime quand les mots, quand le temps et les moments lui conviennent. Ici, la question de l'honorable, déjà devenu député, honorable qui... Loubaya. Non, pas Loubaya. Qui ça? Honorable Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi, oui. C'est une question qui relève de la justice. Et aujourd'hui, si le dossier est classé sans suite, ne pensez pas que c'est déjà clos. Ce passe déjà jour. Même plus tard, même après des années, il sera interpellé par la justice. J'ai dit que ici aussi nous sommes dans un cadre de séparation du pouvoir, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Le président de la République n'avait pas pris position, n'avait pas défendu Nicolas Kazadi. Il avait juste déploré la manière où le dossier a été traité avec la clameur publique. Au Congo, nous tous nous sommes des juges. Au Congo, nous tous nous sommes des magistrats, nous tous nous sommes des avocats, même les citoyens lambda ignorants, pour lui, quand les « oh non, tel a raison, tel n'a pas raison ». Mais aujourd'hui, c'est la justice qui a classé ce dossier. Attendons voir la suite de l'affaire. Même nous, membres de l'UDPS, d'où Kazadi est ici, oui, nous avions demandé à l'époque que la justice fasse son travail. Eh bien, à propos de Nicolas Kazadi, vous avez fait bien de rappeler qu'il est de votre parti UDPS. Il a donné une interview dans laquelle il a fait quelques révélations sur comment est-ce qu'il s'est retrouvé loin du champ de la justice. Il révèle un peu des conversations qu'il a eues avec les chefs de l'État, allant jusqu'à qualifier Constant Moutamba d'être un jeune ministre qui commence avec la manipulation médiatique et mensonge, ce qui l'inquiète. On va suivre son propos donné dans une interview qui a été diffusée ce jeudi. Et puis, on est à 30 minutes de l'embarquement. Je reçois un coup de fil du chef de l'État. Il me dit, voilà, vous n'êtes pas encore parti. Je dis non. Et puis, il me dit, bon, le ministre de la Justice est en train d'essayer me demande de te dissuader de voyager aujourd'hui. Je dis, ah bon, pourquoi? Il dit, bon, apparemment, il y a une audition mardi. Il demande que tu attendes l'audition de mardi. Comme ça, tu pourras partir tranquillement. C'est sa manière à lui de gérer les réseaux sociaux. Je dis, président, il vous raconte des histoires. Il est dans de mèche avec toutes ces histoires-là. Il vous raconte des histoires. Il me dit, non, il fait ça pour t'aider. Je dis, non, il ne fait pas ça pour m'aider. Puis il me dit, moi, je te conseillerais d'attendre mardi. Comme ça, tout se passe bien et puis tu t'en vas. Je dis, président, celui qui donne les autorisations de voyager, c'est le parquet. Celui qui organise les auditions, c'est le même parquet. Il ne peut pas me donner l'autorisation de partir s'il y a une audition mardi. Alors il me dit, tu es sûr qu'il n'y a pas d'audition? Je dis, mais je vous le dis, président, il n'y a pas d'audition. Il me dit, attends, je lui pose la question et puis je reviens. Et il me rappelle quelques minutes après pour me dire, ah, mais tu avais raison, il n'y avait pas d'audition. Écoute, tu peux partir. Vous voyez comment ce système-là a voulu à tout prix me bloquer. Pendant que lui faisait ça, il y avait déjà des relais dans la presse qui disait il va être bloqué.
Et tout ça est documenté. Hein. Je vais vous donner tous les tout ça est documenté. Voilà. Donc, c'est ça la cabale politique. Alors, ce qui me fait mal, c'est que ce jeune ministre, qui se présente comme étant la nouvelle génération, la nouvelle classe politique, qui commence comme ça, avec la manipulation médiatique et le mensonge, je suis inquiet. Parce que on aurait pu pouvoir compter sur un esprit nouveau. On dit que la classe politique est malade. Autant que la justice est malade, la classe politique est aussi malade. Mais quand on commence déjà avec des signes de fébrilité comme ça annonce d'autres formes de maladies. Et donc ça m'inquiète et ça. Est-ce que Constant Moutamba vous inquiète? Monsieur Alain, je suis indigné. Je ne suis pas totalement d'accord avec cette sortie médiatique de l'ancien ministre des Finances, soupçonné de détournement dans les dossiers forage. Vous savez, la personnalité du chef de l'État est sacrée. Quand vous avez des entretiens, pour parler avec le chef de l'État, des causeries entre vous-mêmes, il ne faut pas les mettre sur la place publique. Le monsieur Nicolas Kazadi est tenté de commettre une faute grave, comme qu'avait connu Bisselele à l'époque. Parce que si je parlais avec le chef de l'État, mais on doit quand même protéger le chef. Ce sont des gens pareils qui donnent raison à ceux qui disent que nos DPS n'étaient pas préparés à gérer. Les hommes d'État, si vous voyez aujourd'hui Félix Tshisekedi fait recourir au classique des anciens régimes que nous avions connus, parce qu'il se pose un sérieux problème de profil. Il se pose un sérieux problème de leadership, de qualité d'hommes d'État qui doivent vraiment nous accompagner dans la gestion de ce pays. Moi, à sa place, je n'aurais pas vraiment étalé ça sur la place publique. Je pense que la justice fera son travail tôt ou tard. Ce monsieur rendra compte de son problème qu'on lui reproche. Sinon, je pense que qu'on laisse, la population congolaise doit soutenir l'actuel ministre de la Justice. Il est sur un bon élan. D'ailleurs, lui, Kazadi, étant comme de l'IDPS avec moi aussi, nous devrions avoir honte d'avoir un tel ministre issu de la Kabylie, commencer à nous donner des corrections, commencer à nous diriger dans ce sens. Donc, moi, je pense que c'est une sortie médiatique caractère, mais ici, pour chuter, je demande à l'autorité provinciale d'évaluer tous ces ministres et je demande aussi à l'Assemblée provinciale d'évaluer ces gouvernements. Tout ministre qui n'a pas été à la hauteur de ses responsabilités, il faut le mettre dehors, donner la chance à de nouvelles compétences et de nouvelles énergies. Le Lolaba mérite mieux. Merci beaucoup, Monsieur Ogi Chamboui. Nous sommes au terme de notre émission. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'IDPS ici au Lolaba. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est l'IDPS qui vous remercie, mon frère. Et pour nous, on fixe rendez-vous le vendredi prochain à partir de 20h juste pour notre édition de Politico. Nous sommes en rediffusion en week-end. L'émission est disponible sur tous les réseaux sociaux de la chaîne Mikuba Télévision, mais également sur l'application MyCanal. Vous pouvez nous contacter en scannant les QR codes que vous voyez à ma droite. D'ici à la vendredi prochain, que Dieu nous garde. Merci.